La violence de ce tremblement de terre a provoqué des dégâts considérables, des infrastructures touchées, des usines et des raffineries en feu. De nombreux axes routiers, vous l'avez entendu, sont totalement impraticables. Et au regard de ces images, vous comprenez déjà que le bilan de plus de 1000 morts est probablement provisoire. On ignore pour le moment combien de personnes étaient dans ces maisons qui ont été, vous le voyez, vous l'avez vu, fauchées par la vague. Cette semaine où la troisième puissance mondiale a vu deux vagues la faire vaciller, celle du tsunami, puis celle de la peur des radiations. Il y a 10 ans, jour pour jour, le Japon connaissait l'une de ses plus grandes catastrophes. Un tremblement de terre d'abord qui a eu lieu par là-bas, tremblement de terre suivi par un énorme tsunami, et puis tsunami qui a engendré la catastrophe de Fukushima. Ce que je vous propose, c'est 10 ans plus tard d'aller voir ensemble comment est la situation sur place. Est-ce que les gens sont revenus? Est-ce qu'il y a encore des endroits abandonnés? Est-ce que beaucoup de choses ont changé? Spoiler alerte, c'est un petit peu de tout ça. C'est parti. Je commence ma journée à Hirono, c'est un petit village côtier à l'est du Japon. Et la première chose qu'on remarque, c'est déjà ces énormes barrières anti-tsunami. Toute la côte nord-est du Japon a été renforcée comme ça en protection anti-tsunami. Ici on voit deux couches de protection, une dans l'eau là-bas constituée de blocs de pierre et puis ces énormes murs en béton. On en voit aussi là-bas et encore plus loin. Vraiment, toute la côte a été renforcée comme ça. Même si on parle beaucoup de la catastrophe de Fukushima, au Japon on parle plutôt des événements de Tohoku. Tohoku, c'est ce qui désigne la partie nord-est de l'île principale du Japon, dont font partie les trois préfectures côtières qui ont été touchées par le tsunami, Iwate, Miyagi et Fukushima. Sur les 18 000 victimes du tsunami, un peu moins de 10% habitaient à Fukushima. Et si on parle surtout de cette préfecture, c'est parce qu'on y trouve la désormais célèbre centrale nucléaire Fukushima Daiichi. Suite à l'accident nucléaire, une zone d'environ 20 à 30 km autour de la centrale a été évacuée et durant des années, les villes et les villages qui s'y trouvaient ont été laissés à l'abandon. C'est cette zone que nous allons explorer aujourd'hui, en commençant tout au sud à Hirono, puis en passant à Tomioka, Futaba et enfin Namie. Hirono, c'est un bourg, tout ce qu'il y a de plus classique. On y trouve des maisons, des commerces, il y a des vieux bâtiments, des nouveaux bâtiments. Il n'y a vraiment aucune trace du tremblement de terre. Si on ne savait pas qu'il y a eu un tremblement de terre il y a 10 ans, rien ne nous laisse à penser qu'il s'est passé quelque chose ici. Et c'est comme ça, je pense, dans la majeure partie du Japon, même les zones très touchées ont été rebâties et la vie a repris son cours normal. Il y a quand même ceci derrière moi qui rappelle qu'on est à Fukushima. C'est un compteur Geiger. Il indique 0,115, je pense pas qu'on voit très bien à cause du soleil. C'est un niveau très très bas, c'est la moyenne mondiale, voire même en dessous, donc rien à craindre ici. Après avoir roulé quelques minutes, je me retrouve à Tomioka, on se rapproche de la centrale nucléaire petit à petit. Tomioka, c'est une des villes qui avait été le plus touchée après la catastrophe de Fukushima parce qu'elle avait été évacuée. La plupart des gens n'ont pas pu revenir ici avant de nombreuses années. Et c'est une ville qu'on avait pas mal explorée ensemble, notamment cet endroit, qui est l'un des premiers endroits qu'on remarque quand on arrive en ville et qui a été complètement rasé. Vous vous rappelez du pachinko qu'on avait visité avec le grand JD à l'époque et puis j'y étais retourné un an plus tard. C'était là, il était resté là intact jusqu'à 7 ans au moins après la catastrophe et il a été complètement rasé. On voit aussi derrière moi que beaucoup de maisons ont été reconstruites. J'ai l'impression que vraiment que ça y est, on a fait table rase du passé et que la vie reprend son cours normal. J'ai envie de dire enfin, après 10 ans, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'emplacements vides. Il y a un nouveau bâtiment, un emplacement vide, un nouveau bâtiment, un emplacement vide, un nouveau bâtiment. Donc c'est mon estimation, ce serait que la moitié des gens sont revenus peut-être, à vue de nez comme ça. L'avantage c'est que les gens maintenant ont plus d'espace. Ici à la place d'une maison ils ont fait un jardin, là-bas ils ont un grand parking, ici aussi ils ont un parking immense. Je pense qu'avant les gens étaient plus tassés. 0,15 microsieverts ici, c'est tout à fait dans la moyenne. On est comme à Tokyo, donc aucun problème, on peut très bien vivre ici. Dans le centre-ville, tout a été réparé, tout a été réaménagé, tout est neuf. Mais dès qu'on sort de la ville, quand on attaque la zone industrielle, c'est l'apocalypse. Il n'y a que des... Ce que vous avez derrière moi là, c'est un hôtel, j'imagine un des plus gros hôtels de Tomioka. Il est vraiment énorme et derrière il y avait des jardins un petit peu à la française à l'époque parce qu'il a fermé.
Regardez, le parking est désespérément vide. Ah, c'est sûr que le tourisme dans la région, on a pris un coup énorme. Surtout que je pense, en plus, ici, on était en zone d'exclusion à l'époque. Les premières années, l'hôtel était totalement à l'abandon, comme toutes les maisons qui étaient autour. Mais si je suis venu ici, c'est pas pour vous montrer cet hôtel abandonné, c'est parce que juste à côté, il y a... Je me dépêche. Ceci. Depuis 2019, donc environ 2 ans, les villes de Tomioka et de Namie, qui sont les 2 villes les plus proches de la centrale nucléaire, les 2 villes qu'on va aller voir aujourd'hui, ont complètement changé de politique énergétique. C'est-à-dire qu'avant c'était des villes qui étaient basées uniquement sur l'énergie nucléaire, puisqu'il y avait la centrale juste à côté. Et aujourd'hui, virage à 180 degrés, c'est des villes qui se sont mises à l'énergie renouvelable. Et alors partout à Tomioka et encore plus à Namie, il y a des champs comme ça de panneaux solaires, et à Namie en plus il y a l'une des plus grosses usines d'hydrogène au monde, et les panneaux solaires servent notamment à alimenter cette usine. Donc ces changements de politique total, tous les terrains apparemment qui étaient abandonnés, les terrains à risque près des rivières, tout ça, tout a été transformé en champs de panneaux solaires. On va en voir partout dans la journée, je vous préviens. Cet hôtel-là fonctionne encore, mais il accueille uniquement, je pense, les ouvriers qui travaillent sur les chantiers un peu partout à Tomioka. Retour sur la route numéro 6, la route qui traverse toute la région de Fukushima du sud au nord. On va traverser que des zones abandonnées. À droite, à gauche, il y a des routes fermées, il y a des magasins abandonnés. Et dans quelques minutes, on va passer juste à côté de la centrale nucléaire de Fukushima, Fukushima Daiichi. Et après, on continuera sur Namie. C'est que des magasins abandonnés autour de moi. Écoutez, c'est assez incroyable. Je me baladais sur les petites routes entre Tomioka et Namie, dans des zones qui jusqu'à très récemment étaient inaccessibles au public. Et ils ont réouvert les routes et c'est juste un spectacle incroyable. Toutes les maisons, les supermarchés, tous les villages qui ont été abandonnés depuis 10 ans sont restés tels quels et on peut enfin les découvrir. Ils ont juste mis des barrières sur les côtés pour que personne n'aille dans les propriétés, mais voir le spectacle passer en voiture à travers ça, c'est juste incroyable. Il est midi et écoutez cette mélodie dans cette ambiance là, c'est assez dingue. La rue dans laquelle je me trouve est absolument incroyable. Tout le côté gauche est condamné, personne ne peut rentrer, personne ne peut habiter. Et tout le côté droit, c'est que des nouveaux bâtiments et c'est habité, il y a des voitures, il y a des gens, c'est incroyable. À droite, la vie, à gauche, le chaos. C'est la même rue. Et bien sûr, dès qu'on sort du village, une immense étendue de panneaux solaires. Je vous l'avais dit, il y en a vraiment partout. Je suis au plus près de la centrale. Je peux pas sortir de la voiture parce que malheureusement, j'ai un garde pas loin de chez moi. Et normalement, c'est des zones où on est juste censé passer en voiture et pas s'arrêter, pas sortir des véhicules. Le compteur m'affiche 0,25 microsievert. On est juste un poil au-dessus de la moyenne internationale, même dans le monde entier. La moyenne, je crois que c'est 0,2, donc 0,25 c'est rien. C'est confirmé par un appareil à l'extérieur qui me dit 0,308 juste en face de moi. Donc question radioactivité, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à
à passer là, à rester là même plusieurs semaines, mois. Les gens qui travaillent aux alentours de la centrale ici, je pense, ne sont pas inquiets. Quand on avait passé une journée ici avec le Grand JD en 2016, on avait laissé cet appareil allumé toute la journée. Et à la fin de la journée, tu as le total de combien tu as reçu de radioactivité au cours de la journée. Donc, et nous, c'était pour une journée l'équivalent d'une radio des dents. Donc c'était vraiment très très faible. C'était il y a 4 ans où on enregistrait des niveaux quand même beaucoup plus hauts qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très étonné de voir à quel point ça a baissé. Évidemment, on est à 1 km de la centrale, hein. J'ai aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur. Et puis les relevés, ça varie tout le temps en fonction du vent, de plein de facteurs. Mais ça reste quand même extrêmement bas, étonnamment bas. En tout cas, c'est quand même assez rassurant. Et ça explique qu'il y ait autant de gens dans la région qui reviennent, qui reconstruisent leur maison et qui continuent d'habiter ici. On arrive à la gare de Futaba. Je ne sais pas pourquoi, il y a un bus qui vient d'arriver et tout le monde prend la gare en photo. Elle est toute neuve, c'est vraiment un contraste avec tout ce qu'il y a aux alentours. Tout est détruit, tout est délabré, mais la gare, c'est ce qu'ils ont refait, je pense, en premier. Et tous les magasins, le parking, tout ce qu'il y a autour. Ils ont fait aussi un petit Funabashi Artist District. Ils ont essayé de mettre un petit peu de gaieté, je trouve ça bien. Là-bas aussi, c'est tout neuf. Mais juste derrière ça, si on regarde bien, il y a les gros tas de terre contaminée qu'ils acheminent, je pense, peut-être par le train. Du coup, c'est un peu spécial. On a une gare toute neuve et à côté, tu as encore la terre contaminée dans les sacs qui attendent d'être transportés. Mais en tout cas, ça avance. Je vais voir s'il y a des toilettes et un truc à manger. Ouais, je pensais que c'était un resto, c'est un centre d'accueil pour les visiteurs. Welcome to Tohoku. Voilà, décevant. Hop. Allez, la solution de secours. Là, je suis dans une zone, j'ai marché depuis la gare et rien n'est sécurisé. Enfin, il n'y a pas de barrière, rien. Je me pose fortement la question si j'ai le droit d'être là ou pas. Parce que c'est vraiment... rien n'a été touché. Les maisons sont telles quelles. Personne n'habite là, c'est sûr. Il y a, comme je disais, aucune barrière, aucun travaux. Je sais pas trop comment je me suis retrouvé là, à 2 pas de la gare. Hein. Mais comme quoi, d'un secteur à l'autre, c'est très habitable. Et d'un coup, c'est le chaos, encore une fois. Comme bien souvent, je ne me suis pas préparé énormément avant de venir ici. Et comparé aux années d'avant, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup moins de bâtiments abandonnés, de voitures abandonnées, d'endroits abandonnés. Et ben pas du tout, il y en a encore beaucoup. C'est vraiment un mix entre, vous voyez, là on a fait ça tout beau, tout est prêt à accueillir une nouvelle maison. Là on a une voiture abandonnée. Et là, bah, voilà, tout le quartier est abandonné encore derrière moi. Ça c'était la caserne des pompiers. Il en reste pas grand chose. J'en ai fini avec Futaba et je vous avoue que je serais bien resté plus longtemps parce que c'est une partie que j'avais jamais explorée et c'est énorme, il y a tellement de choses à voir, tellement de vidéos, de photos à prendre, enfin c'est incroyable Futaba. Et je me dirige vers Namie tant qu'il y a encore un peu de soleil, il est déjà 3h30 et sur le chemin je voulais m'arrêter à cette école qui est très connue et je suis jamais venu ici mais ils ont commencé des travaux autour donc je vais pas pouvoir aller m'approcher. C'est dommage, c'est un spot qui a l'air assez intéressant. Un peu plus loin là-bas je sais qu'il y a l'observatoire auquel je suis déjà allé 1 ou 2 fois. On va voir s'il est encore là. On est près de la mer et tout ce qu'il y a près de la mer, toutes les maisons, toutes les habitations, tout ce qu'il y avait, ça a été rasé, il n'y a plus rien. Il reste plus que quelques gros bâtiments comme ça, l'école, l'observatoire. Je suis en train de chercher la route qui mène à l'observatoire. Je sais que la dernière fois j'avais déjà un peu peiné à la trouver parce qu'il y a tellement de travaux autour, ça change tellement. Et là d'ailleurs je suis dans un endroit, personne ne passe, c'est même pas une route vraiment normale, c'est que les ouvriers qui viennent jusqu'ici. Bon, c'est pas vraiment interdit, il n'y a pas de panneau d'interdiction ou de choses comme ça, mais je sens que c'est pas, voilà, je suis pas sur une route traditionnelle et je pense que c'est vraiment bouché, merde. Ah, je le vois, il est là-bas, il est sur la droite.
l'observatoire, on va dire que c'est fait parce que là il y a du vent, il fait froid. Et j'ai pas envie de descendre, perdre du temps pour ça alors que je l'ai déjà fait. Je pensais que j'allais arriver au pied directement, mais... Ouah, ce vent! 0,08 ici, c'est même moins qu'à Tokyo. Je viens d'arriver sur le parking du supermarché que j'avais visité la dernière fois, qui est incroyable, il reste tout à l'intérieur. Vu de l'extérieur comme ça, je me demande s'ils n'ont pas tout vidé, mais je pense pas. J'irai bien refaire un tour, mais je vous avoue que il y a énormément de monde sur le parking, c'est ici que se rassemblent en fait tous les ouvriers. Tous les ouvriers qui roulent en Prius, apparemment il n'y a quasiment que ça. Et les autres petites supérettes, les autres bâtiments là-bas ont été transformés en centre de contrôle apparemment pour gérer, je pense, les travaux qu'il y a autour d'ici. Et donc je peux pas prendre le risque, là il y a trop de gens sur le parking, des voitures qui bougent, etc. Et j'y suis déjà allé, donc ce serait un risque inutile. Mais je vous avoue que ça me tente un petit peu. En tout cas, rien n'a changé ici. Alors tout ça par contre, c'est nouveau. Je pense qu'il y a 3 ans, la dernière fois que je suis passé, ça n'était pas là du tout. D'ailleurs, il y avait juste un combini qui était ouvert dans toute la zone, ça nous avait étonné la première fois, c'était un Lawson, il est juste derrière là-bas. Et depuis, il y a un hôtel qui est ouvert, il y a une station essence qui est ouverte, il y a un autre magasin là-bas. Et il y a tout ce, on va dire, complexe commercial ici. Il y a un petit fleuriste. J'ai l'impression que c'est beaucoup les ouvriers quand même qui utilisent toutes les installations, que ce soit les hôtels, les combini, tout ce qui est centres commerciaux. Il y a quasiment que des ouvriers. Par exemple, celui qui passe derrière, c'est un ouvrier. La voiture là avec les gyrophares, ça appartient à un ouvrier, je pense. Mais quand même, on va rentrer à l'intérieur, on va voir ce que c'est beau, c'est frais. Ça inspire le tourisme. C'est en fait un grand magasin qui vend des souvenirs et des spécialités régionales. Il y a des légumes, un petit peu d'alcool, des peluches, un peu de tout. Ça fait plaisir à voir. C'est très bien, c'est très positif comme endroit. C'est bien de voir, c'est très frais. C'est bien de voir qu'ils se renouvellent, qu'ils vont de l'avant. Je sais pas s'il y a énormément de touristes encore qui viennent parce qu'on va pas se cacher que ça a une mauvaise image, Fukushima, alors que c'est une très belle préfecture, il y a énormément de choses à voir. On a la mer à côté, la montagne dans l'autre sens, il y a des lacs, il y a plein de trucs à faire, il y a plein de trucs à manger aussi. Oh, regardez-moi ces merdes, à chaque fois que je vais à Fukushima ça. Le centre sportif de Namie, ça aussi c'est tout neuf apparemment, ils viennent juste de le construire. Et il y a une seule voiture sur le parking, ça doit être elle là qui fait sa marche. Ouais, j'ai l'impression quand même qu'il dépense énormément d'argent pour faire des gros trucs. À part lui il a vraiment fait un petit truc. Hein. Et que personne ne vient. Alors je sais, on est en semaine, c'est pas les vacances, les Jeux Olympiques n'ont pas encore eu lieu, il y a plein de facteurs qui expliquent qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Mais quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de moyens qui sont... Bon, il y a forcément énormément de moyens qui sont mis en œuvre, mais quand même, il y a des trucs massifs qui sont construits un peu partout. Et je ne vois pas les clients pour l'instant. J'espère pour eux qu'ils vont arriver. Là, ce qui se passe, c'est que j'ai sélectionné sur mon téléphone un endroit au hasard, à Namie. Et sans regarder le nom, je ne sais pas où ça va m'amener. C'est dans 500 mètres apparemment. J'avais noté quelque chose à voir ici, mais apparemment ça n'existe plus. Et je ne me rappelle pas du tout de ce que c'était. Donc encore un endroit qui a changé. Je commence à perdre le soleil, donc on va s'arrêter ici dans ce décor apocalyptique. Je sais pas combien de fois je l'aurais dit dans la journée, mais ça m'inspire vraiment le chaos. Et petit bilan, chaos mais pas que, parce que regardez en face on a des maisons neuves et c'est comme ça partout dans tout ce que j'ai vu de Fukushima. Alors gardez à l'esprit que j'ai vu qu'une toute petite partie de Fukushima, et Fukushima c'est juste une des 4 provinces qui a été touchée par le tremblement de terre et le tsunami, donc on a presque rien vu, mais de ce qu'on a vu, je pense qu'on peut dire que ça reconstruit, ça prend du temps parce que quand même 10 ans se sont écoulés et il y a encore beaucoup de lieux qui sont comme ça. Il y a encore des dizaines de milliers, voire plus de maisons qui sont abandonnées. On les trouve très facilement, des maisons, des voitures, des terrains. Enfin, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais on voit aussi qu'il y a des centres commerciaux qui sont construits, des centres sportifs, des gares, beaucoup d'infrastructures. Les routes sont neuves. On a de nouvelles protections anti-tsunami sur toute la côte du Japon. Enfin, il y a un travail monstrueux qui a été fait. Mais voilà, c'est juste, ça prend beaucoup plus que 10 ans. Et côté central, ça va prendre encore beaucoup plus de temps que ça. On parle d'au moins 30 ans pour vraiment démembrer toute la centrale. Est-ce qu'on dit démembrer? Je ne sais pas. En tout cas, on va s'arrêter là. Voilà, c'est tout pour moi. Et c'est tout, je pense, pour ces épisodes à Fukushima. C'est déjà le 3e épisode. Donc, ça clôt une trilogie. Si vous n'avez pas vu les épisodes 1 et 2 que j'ai tournés il y a 4 ans et 3 ans, je vous invite à les voir. C'est des explorations totalement différentes, un peu plus urbex avec... enfin, vous verrez, c'est différent. On voit bien l'évolution des lieux aussi. J'ai pris beaucoup de
plaisir, je ne sais pas si je devrais dire ça parce que c'est pas très respectueux non plus pour les victimes, mais c'est toujours très intéressant en tout cas de venir ici et de voir ce genre de choses. Ça fait beaucoup réfléchir, je l'avais déjà dit avant, mais l'émotion c'est vraiment entre c'est triste et c'est excitant parce qu'on voit vraiment des choses qui sont uniques. Et puis voilà, j'aime beaucoup cet endroit. Allez, bye, prochaine vidéo totalement différente. J'ai pas de fin, j'ai jamais de fin.